Alors, moi, j'avais appelé mon texte L'art de l'embrouille, Absalone, Absalone ou l'envers de l'amour. Comment accueillir ce que nous offre Faulkner? Comment supporter une écriture aussi tortueuse, aussi vampirique? Comment ne pas détester même cette écriture, presque irréelle, tant elle est diffuse, envahissante, logoréique, avec de multiples voix qui parlent d'on ne sait d'où? Mais faut-il pour autant refuser ce transfert négatif et fermer le livre? Impossible. Dans cette exigence du narrateur ou du locuteur de tout dire de façon maniaque, d'observer le moindre mouvement de la pensée, de ne rien vouloir perdre du dehors ou du dedans des personnages ou du contexte, le lecteur s'en trouve captif, pris comme dans une toile d'araignée, et ne fait que perdre pied et relire maintes fois le même fragment de texte, la même page sans s'en rendre compte. Et il est inutile de lutter. Vous faites sans cesse du surplace, vous tournez en rond, vous vous noyez dans une phrase interminable, vous vous y enfoncez comme dans un labyrinthe. Et malgré tout, vous continuez sans doute grâce à la promesse des îles Bromées. Vous entrez dans ce jeu de pistes trouble et troublant, où la subjectivité est partout, mais sans cesse en quête d'un sujet. Qui parle? Les narrateurs se trouvent obligés, dans la confusion volontaire des séquences et de leur temporalité, pour tenter de repêcher leur lecteur, de mentionner entre parenthèses le nom des personnages dont il est question dans les discours des uns et des autres. Les narrateurs et les locuteurs s'enchaînent et s'emboîtent, pour ainsi dire, comme des poupées russes. C'est Quentin qui raconte ce que son grand-père lui raconte, de ce que Sudpen lui a confié, chapitre 7. À l'emboîtement des discours vient s'ajouter la difficulté à distinguer les personnages et les différentes générations. Le passé s'entrelaçant au présent et vice-versa. Écriture dévorante qui vous prend au piège de son intériorité, qui vous coupe le souffle, qui vous sature d'informations indigestes, pour mieux exercer son emprise, pour mieux semer la confusion, pour mieux vous mettre à l'épreuve et vous donner l'illusion de l'existence. Vous avez tous les ingrédients du roman, mais il n'y a pas de roman, mais bien plutôt une tragédie qui se déroule inexorablement, implacablement, depuis la haine première de Sudpen jusqu'à l'incendie final de la maison où se meurent Henri puis Cléty. L'embrouille est totale dans ces multiples récits heurtés, avortés, dans ces multiples transferts entre les personnages du roman, dans ces couples d'hommes ou d'hommes et de femmes qui se font et se défont, dans ces générations qui se croisent ou se confondent. Quel rôle a-t-elle, cette embrouille, si ce n'est, entre autres, de masquer l'axe principal de ce roman, à savoir le trauma et ses effets ravageurs. Le trauma est la haine inaugurale qui vient nourrir toutes les générations, la haine meurtrière qui ne s'assoupit, tel un monstre, que dans l'annihilation presque totale de la saga. Alors pourquoi tant de haine, dira-t-on, pour reprendre le titre d'un trop célèbre texte sur un trop célèbre auteur. Haine des classes, haine des races, haine des femmes envers l'homme, des hommes entre eux, la guerre, des blancs envers les noirs, des blancs pauvres envers les riches planteurs, haine du père envers le fils non reconnu, et finalement des fils entre eux. Haine fraternelle, haine raciale, haine sociale. C'est le bouquet. La violence de cette haine est latente, mais constante. Elle éclate par moments sans concession entre les individus et les races, entre les classes sociales, puis au sein d'un même peuple en guerre contre lui-même. La haine et l'orgueil du jeune garçon humilié, Sudpen, à 14 ans, n'a de cesse de se déployer, de s'amplifier. Le mensonge de se révéler petit à petit, de se diluer comme le poison lentement mais sûrement dans une écriture symptomatique d'une absence de direction, de devenir. L'imaginaire tente sans cesse d'attraper un réel fuyant, insaisissable,
de pousser à l'extrême les frontières du dissible pour mieux prolonger les non-dits, les secrets, et laisser éclater la force du fantasme inconscient et conscient, on va dire. Fantasme conscient et inconscient. Ce fantasme qui, tel un fil rouge, donne la trame du roman et produit cette impression, enfin, la trame de ce faux roman, et produit cette impression de mauvais rêve. Image d'un gouffre dantesque qui aspire en son sein des êtres vivants avec une impression de saturation jusqu'au vertige, avec ce déroulé des informations, des dialogues intérieurs, des introspections, des affirmations, etc., etc. Des brusques retours du présent, des brusques retours au présent. Et ce gouffre dantesque n'est pas sans nous rappeler les autres livres que nous avons travaillés ensemble, comme Melville, le Moby Dick, comme La Divine Comédie, bien sûr. J'ai retrouvé une sorte de, quand même, de continuité et de suite dans les idées à propos de ce travail collectif, et même mais beaucoup moins dans Don Quichotte. C'est moins sensible, oui. Voilà. Oui, le style s'essouffle, j'y reviens. Je ne peux pas m'empêcher de revenir à cette écriture, parce que c'est ça qui m'a porté à chaque fois à continuer à réfléchir. Oui, le style s'essouffle, asphyxie son lecteur ou ses auditeurs. Il n'y a pas d'air et pas de manque non plus, sauf celui du sens. À quoi bon d'ailleurs, puisque comme dans toute tragédie, le sort en est jeté. Le destin inéluctable suit son cours. Pas d'autre direction que ce qui était déjà prévu. Le fantasme triomphe dans le meurtre de ce que j'appellerais, moi, l'objet petit a. Objet cause du désir. Parce que pour moi, il n'y a pas de désir, il y a une obsession. Alors après, on peut se demander quel est le lien entre l'obsession et ne pas céder sur son désir. Mais pour moi, ici, il n'y a pas... on est plutôt du côté d'une obstination et d'une obsession fantasmatique. Car on ne peut parler de désir et encore moins d'amour. L'œuvre reste obscure, entêtée dans ses symptômes et sa jouissance tragique. Le secret incestueux est latent et ne se révèle que lentement, comme le poison qui tue. Car l'inceste, comme la haine, tue les corps et les âmes. Charles Bon, Milly et son bébé, Sudpen lui-même, Wash, Charles Bon, puis Henri, les Noirs, les Américains entre eux, lors de la guerre. Peu de personnages résisteront à ce souffle délétère, sauf peut-être Quentin et Shreve, et aussi Jim Bond. La saga Sudpen se déploie comme une illustration du drame des États-Unis américains, du Sud et de leur sale guerre. Les mythes grecs et bibliques se succèdent depuis le destin d'Oedipe, qui rejoint de maintes façons celui explicite d'Absalom, annoncé d'emblée dans le titre. Dans l'histoire de Sudpen, c'est le passé qui vous rattrape. C'est l'ignorance et le hasard qui frappent. Mais est-ce vraiment du hasard ? Comme Oedipe, qui ne connaît ni son père ni sa mère, Henri ne sait pas que Charles est son frère. Comme Charles ne sait pas, jusqu'à un certain point, qu'Hélène est sa demi-sœur. Chaque garçon succombe à un destin funeste pour cause de non-dit. La mère de Charles, délaissée et humiliée jusqu'au bout, délaissée et humiliée, manipule son fils pour se venger du père. Le père refuse de reconnaître son fils aîné et reste mutique jusqu'au bout. Face à la passivité et l'indifférence cruelle du père, Henri, tel un pantin, à son tour manipulé par son père, agit et tue son aîné. Le secret et l'emprise ont distillé leur poison. Ils débouchent sur le meurtre et la destruction. L'incendie final fait disparaître toute trace du crime et la malédiction qui pesait sur la maison et la malédiction qui pesait sur la maison Sudpen. Le feu purificateur, le feu punition assure la chute définitive de cette maison. Pourtant, tel un travail analytique, l'introspection de Sudpen dans la grotte révèle un homme qui s'interroge, qui cherche l'erreur, le grain de folie qui a gangrené toute son entreprise, comme dirait Delia.
Croyant être maître de son destin, il n'en a été que le jouet de son orgueil et de son entêtement, la propre proie de son dessein, E-I-N. Il n'a su transformer son destin en destinée. Il ne sait que dire non, non à l'amour et aux femmes, non au métissage, et du coup refuse de donner son nom, NOM, à son fils aîné. Quel but poursuit Faulkner avec Absalom? Comme dans les tragédies, dans cette peinture du désastre et de la désolation individuelle et collective, veut-il nous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire ou suivre? Veut-il nous donner un état des lieux du monde, un aperçu du devenir d'une humanité égarée par les passions, les vices et les mensonges? Une version actualisée de la Bible avec quelques variations, une histoire moderne des États-Unis, de leur scission et de leur guerre civile. Serait-ce alors une vision moraliste que toute tragédie véhicule? Oserait-on le dire? Ce serait bien sûr trop simple et réducteur de la part d'un écrivain comme Faulkner. Disons qu'il se contente d'observer, de dire, de décrire les dégâts causés par la haine raciale, les non-dits, les secrets, les rivalités et les inégalités. La faute à qui, dira-t-on? L'humiliation de la femme délaissée et l'orgueil masculin, le refus de la filiation et de la transmission, dirait Delphine Orviller dans son petit livre plein d'humour et d'insolence qui s'intitule « Comment les rabbins font les enfants », l'obsession de la racine unique, improbable racine qui nourrit le fantasme de Sudpen jusqu'à la folie et le conduit à délaisser la femme, à l'abandonner et la renier, la mère de Charles, ou à l'utiliser pour accomplir son projet d'establishment dans l'univers blanc, pour ensuite la mépriser en la personne d'Hélène et de Rosa. Le fantasme contre la vie, semble nous dire Faulkner, un fantasme non pas soutien du désir, mais donc obsession de la pureté de la race, de cette racine unique, comme le dit si bien Édouard Glissant. Mais comment échapper à cette obsession paranoïaque? N'est-ce pas dans cette inéluctable question qu'est convoqué le lecteur psychanalyste? Ce roman tragique serait-il à la fois le miroir et l'envers de ce travail laborieux, répétitif, avec ses stases, ses entêtements, ses avancées, ses luttes, ses rébellions, de l'aventure dans laquelle s'engage le couple analysant-analyste, cette incroyable chimère capable de s'affronter à Méduse, comme Persée muni de son bouclier, miroir qui capte l'image du monstre, la très belle femme aux cheveux de serpent et au pouvoir pétrifiant, qui n'en a pas moins pour autant un visage de Madone en souffrance. Méduse ou l'autre sexe, par définition toujours menaçant. Chimère avec ses cheveux de serpent, figure féminine auquel l'homme doit s'affronter sous peine de rester sidéré, pétrifié, englué dans ses fantasmes d'auto-engendrement, dans sa solitude et ses obsessions. L'embrouille, à la fois source et cause de conflits, et le voile qui, à la fois, nous cache et nous révèle partiellement la réalité, à savoir l'inaptitude à l'amour, la négation de l'autre et du coup l'évitement de soi, un soi enfermé dans le mutisme et l'obstination à dire non, de celui qui est sans doute une autre figure du père de la horde, celui qui ne sait pas reconnaître ses fils ni transmettre son nom et qui possède toutes les femmes sans en aimer aucune. Si le transfert négatif vis-à-vis de l'écriture de ce roman est au démarrage de ce petit texte, une sorte de fil rouge, force est de reconnaître qu'il a été chemin faisant, un défi, un moteur de recherche pour comprendre comment cette écriture de Faulkner nous a donné à voir, à nous lecteurs, le spectacle du déchaînement
de la passion qui tue à la fois le sujet et l'objet. De lecteur en position d'analysant, qui a été ma position, il me semble que cette tragédie du négatif, cette traversée du négatif, pardon, de cette tragédie, nous a conduit, et ce très humblement, à une position d'analysant-analyste, hein, comme je le disais hier, la chimère. Je termine là cette brève introduction à la lecture d'Absalone en vous demandant encore pardon pour toutes les répétitions, les choses que vous avez déjà entendues auparavant. Et je donne ma parole à mes collègues que je remercie aussi pour ce travail collectif qui a été très porteur. Voilà.